Monsieur l'ambassadeur, amiral, mesdames, messieurs, chers amis, pour les rescapés et les familles des victimes de Mers el-Kébir, la commémoration du 70e anniversaire de cette tragédie maritime revêt un sens particulier, loin des controverses que cet événement a souvent suscitées et qu'il générera encore longtemps sans doute. Car la singularité de cet acte, qui échappe à la logique, ne doit pas nous faire oublier notre devoir de mémoire à l'égard de ces marins dont nous avons l'honneur, mais aussi le redoutable devoir de défendre la dignité et le souvenir de leur sacrifice. Il me revient ainsi aujourd'hui la lourde tâche d'évoquer le sort des 1297 marins disparus en l'espace de quelques minutes d'un combat inégal et inévitable. Ils représentent certes un nombre infime de victimes au regard des dizaines de millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, mais on ne saurait oublier le sort cruel réservé à ces hommes déchiquetés par les salves de 380, broyés par le souffle de l'explosion des munitions, noyés ou lentement asphyxiés, emprisonnés dans les flancs de leurs navires chavirés, ou victimes du mazout en flammes recouvrant la surface du port. Certains encore périront brûlés par la vapeur, d'autres asphyxiés ou blessés, gisant dans les fonds inaccessibles, obscurcis par la fumée mortelle qui se dégage des incendies. Avait-il vraiment mérité cela? Et vous, les rescapés de cet enfer, qui êtes encore aujourd'hui parmi nous, aviez-vous mérité cela? Pourtant, au début de cette guerre dont vous connaissiez les enjeux face aux défis hitlériens, vous aviez pris part au combat avec courage et compétence aux côtés de vos alliés, de vos frères d'armes, jusqu'à ce que le couperet de l'armistice vous immobilise alors que vous étiez invaincus. Et puis très vite, l'impensable s'est produit. En cette journée funeste du 3 juillet 1940, et face à l'opinion publique mondiale, vous avez été soudainement confrontés à une situation brutale, inimaginable, et qui a pourtant véritablement marqué un tournant dans cette guerre qui n'en était encore qu'à ses débuts. Vous et vos camarades disparus en avez payé le prix. Je sais ce que vous avez vécu, et je sais ce que vous avez enduré pendant l'attaque, puis tout au long de votre vie, parce que vous avez souvent ressassé l'horreur de ces moments terribles et le souvenir lancinant des camarades massacrés sous vos yeux. Longtemps vous vous êtes tus, car comment exprimer l'indicible? Mais aujourd'hui vous êtes là pour témoigner et recevoir l'hommage qui vous est dû. En évoquant ce drame, comment pourrais-je oublier toutes ces femmes qui ont appris un jour la mort de leur époux disparu dans des conditions souvent restées mystérieuses, mais certainement cruelles et brutales, ayant péri loin de leur famille, loin de leur pays, et pour une grande majorité sans espoir que l'on puisse un jour retrouver ou identifier leur corps. Souvenons-nous donc aussi de ces veuves qui furent dignes de leur mari et qui ont accompli leur deuil en faisant face à la douleur, à la précarité, à l'absence de ressources, aux pénuries imposées par l'occupant, à l'anxiété de trouver un travail et à la nécessité de nourrir leur famille. Elles l'ont fait dans la dignité, fidèles elles aussi au souvenir de leur époux, et elles ont droit à notre compassion et à notre respect. Et enfin, je m'adresse à vous, mes amis, avec qui je partage encore aujourd'hui la douleur d'un père trop tôt disparu, que nous avons très peu connu, dont la présence nous a manqué toute notre vie, mais dont la brutalité de leur disparition et l'incompréhension ou le refus qu'elle suscite au plus profond de nous hanteront encore pour longtemps nos consciences. Parce que vous avez su faire preuve de solidarité et de fidélité, alors oui, nous pouvons affirmer sans ambiguïté que cette commémoration a un sens parce qu'elle traduit notre volonté de faire en sorte que ces morts n'entrent pas dans l'histoire par la petite porte ou qu'ils soient à jamais livrés à l'oubli dans un lointain cimetière que plus personne ne visite désormais. 70 ans après, une question lancinante reste posée, à laquelle nous n'avons encore aujourd'hui aucune réponse satisfaisante et exempte de toute polémique. Pouvait-on éviter ce drame? Et si, comme l'ont d'ailleurs affirmé en leur temps certains amiraux britanniques, et non des moindres, cette action n'était pas nécessaire sur le plan stratégique, comment donner un sens au sacrifice de ces marins dont personne ne saurait pourtant contester ni le courage, ni qu'ils sont morts pour la France? Cependant, c'est aussi dans l'accomplissement de cet incontournable devoir de mémoire que nous avons cherché, dans un esprit de réconciliation, à dépasser un ressentiment bien légitime, en nous tournant vers ceux qui avaient accompli cette effroyable mission,
mais dont je n'oublie pas qu'ils ont contribué, au prix de pertes terribles, à sauver la liberté du monde. Tel est le sens de l'initiative que nous avions prise en 2005 et qui s'était traduite en 2006 par la présence au monument de Carfotras de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir John Holmes, accompagné d'une délégation d'anciens marins du cuirassé HMS Hood, qui avait participé à l'attaque du 3 juillet 1940 sous les ordres de l'amiral Somerville. Cet hommage rendu aux marins de Merzel-Kébir avait été aussi l'occasion d'évoquer le souvenir des 5 marins français, Robert Dabry, André Minard, Joseph Ranoux, Marius Tamarel et André Blondel, engagés dans la Royal Navy et disparus avec le Hood lorsqu'il fut coulé par le Bismarck le 24 mai 1941. Et c'est aujourd'hui le moment de rappeler que pendant cette guerre particulièrement cruelle, nos marins ont eu souvent à affronter des situations aussi tragiques qu'inattendues et parfois difficiles à comprendre pour nos contemporains. Je terminerai mon propos en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont concouru à faire de cette cérémonie un événement véritablement historique. À cet égard, je remercie tout particulièrement la Marine nationale, toujours présente à nos côtés, et dont le concours participe à la solennité de cet événement. Je voudrais remercier aussi le Souvenir français, toutes les associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, ainsi que l'ensemble des personnes ici présentes qui ont souhaité se joindre à notre recueillement, sans oublier les adhérents et sympathisants de notre association dont le dévouement, le soutien et la fidélité sont un encouragement pour moi à continuer de défendre le souvenir de nos marins disparus. J'y associerai également Sir Peter Westmacott, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, le Captain Stoner, attaché de défense, qui sont accompagnés d'une nombreuse délégation britannique, composée notamment du vice-amiral Wilcox et des membres de l'association du cuirassé HMS Hood ou du comité de jumelage Brest-Plymouth auquel s'est jointe une délégation d'anciens combattants britanniques. Par leur présence aujourd'hui, ils participent tous à notre volonté commune de construire une Europe apaisée et dépassant les affrontements du passé. Enfin, je ne saurais trop dire ma reconnaissance à l'association aux marins qui préside à la destinée de ce lieu de mémoire dédié à tous les marins disparus et dont la participation généreuse et solidaire dans l'organisation de cet événement mérite d'être saluée, sans oublier le soutien apporté par la commune de Plougonvelin. Grâce à cette solidarité, les marins de Merzel-Kébir ont désormais trouvé ici la place qui leur revient au sein de la communauté maritime de notre pays. Monsieur le préfet du Finistère, Monsieur le préfet maritime, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de l'État, Messieurs les présidents des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis ici aujourd'hui, comme un prédécesseur, Sir John Holmes, il y a 4 ans, pour partager votre douleur en souvenir des victimes de cette immense tragédie dans l'histoire récente de nos 2 grandes nations. Fils d'un jeune officier de la Royal Navy, qui a failli se noyer avec des centaines de ses camarades quand son porte-avions était coulé par un sous-marin allemand 6 mois avant la tragédie de Merzel-Kébir, et dont le cousin, également un officier de la Royal Marine, est mort dans un sous-marin français quelques semaines avant Merzel-Kébir, je me permets de croire que je sens un tout petit peu l'émotion que vous sentez vous-même aujourd'hui. Avant tout, je souhaite adresser mes sincères remerciements à vous, Monsieur le Préfet, pour votre invitation à cette commémoration, dont la signification est d'une grande importance pour vos amis britanniques, pour moi, comme représentant de Sa Majesté, ici en France. Je ne vous cacherai pas que, comme pour tous mes compatriotes britanniques, il m'est extrêmement difficile d'être devant vous aujourd'hui, de vous regarder dans les yeux, et d'accepter la réalité de ce terrible épisode qui a opposé de façon dramatique les marines de nos 2 pays et qui a entraîné des pertes énormes de vies d'amis et d'alliés. Comme souvent, lorsqu'on évoque les grands et les plus douloureux moments de la Seconde Guerre mondiale,
Rien n'est plus évident que de citer celui qui était devenu Premier ministre à peine 2 mois avant la tragédie. Winston Churchill lui-même décrit en toute franchise la pleine horreur de cette action dans ses mémoires. Il disait « It was a hateful decision and the most unnatural and painful one in which I have ever been concerned. » Une affreuse décision est la plus douloureuse et contre nature de toute ma vie. Malgré les années écoulées depuis la tragédie de Mers el-Kébir, je sais parfaitement que l'histoire reste controversée. C'est aussi pourquoi je reconnais pleinement la présence des membres de l'association HMS Hood, sous la direction de l'amiral Wilcox, venus se joindre à leurs camarades français pour rendre hommage à la mémoire des victimes de Mers el-Kébir. Aujourd'hui, nous confrontons la souffrance. Je comprends que votre douleur devant les pertes humaines qui ont été les vôtres est encore très vive. Mais ce pont d'histoire doit servir de catalyseur pour nous permettant de forger des liens encore plus forts pour l'avenir. Le passé ne doit pas nous empêcher de regarder devant nous. Il doit servir de tremplin pour l'avenir qui nous présentera une multitude de problèmes et de conflits auxquels nous devons faire face ensemble. La réalité de nos valeurs communes et de nos sacrifices partagés demeure avec nous pour toujours. Je l'ai ressenti moi-même à Dunkerque le 30 mai, puis à Bayeux le 6 juin dernier. Encore plus récemment, lors de la visite du président Sarkozy à Londres le 18 juin, nous avons vu ces liens renforcés encore quand nos deux dirigeants ont souligné clairement et profondément l'amitié et la fraternité qui réunissent nos deux peuples. M. Sarkozy a déclaré, en commémorant aujourd'hui le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, la nation britannique et la nation française se souviennent que leur unité a toujours été la condition de leur survie. En réponse, David Cameron a rappelé de son côté que Britain and France are not just neighbors in the geographical sense, but also in an emotional sense forged by 2 world wars. Pour témoigner aussi du profond désir du peuple britannique de marquer cette réconciliation et de commémorer vos morts et votre souffrance, je voudrais vous lire également un message du First Sea Lord, le chef de la Marine nationale britannique, Sir Mark Stanhope. On this, the 70th anniversary, I would like to take the opportunity to say how happy I am that representatives of France and the United Kingdom are together today in Saint-Mathieu, in remembrance of the engagement that took place in Mers el-Kébir in July 1940. May I offer my sincere sympathy to the veterans and the families of those who gave their lives on this tragic occasion, in the hope that their sacrifice and suffering have strengthened and fortified the links that now bind us together both today and in the future. Je terminerai, messieurs les préfets, chers amis, en vous remerciant encore de la chaleur de votre accueil, à un moment où les relations et l'amitié franco-britanniques n'ont jamais été aussi précieuses, ni le besoin de trouver de nouvelles manières de travailler ensemble. Je vous remercie. Monsieur le vice-amiral d'escadre de Saint-Salvi, préfet maritime. Excellences, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les présidents des associations, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de vous exprimer en premier lieu les très vifs regrets de l'amiral Guillot, chef d'état-major des armées, et de l'amiral Forissier, chef d'état-major de la marine, de ne pouvoir assister à cette cérémonie à laquelle tous deux souhaitaient ardemment être présents. Retenus à Paris par des obligations, ils m'ont demandé de les représenter aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de Mers el-Kébir. Toute guerre est une tragédie humaine avec sa succession de drames, et le 3 juillet 1940 illustre tristement cela de façon extrême.
opposant des marins qui, la veille, combattaient encore côte à côte. Les souvenirs et les images de cet affrontement resteront toujours bien en dessous de ce que vécurent nos grands anciens en ces journées de malheur. Après tant d'années, nous n'oublierons pas la douleur des marins français et britanniques pris dans ce maelstrom de l'histoire. Nous partageons le désarroi et la peine de leurs familles, de toutes celles qui ont perdu là un père, un fils, un mari. Et c'est pourquoi la marine veut toujours se souvenir et honorer dignement le souvenir des marins morts à Mers-el-Kébir. L'Europe occidentale a la chance de ne pas avoir connu de conflit sur son territoire depuis 1945, et nous devons mesurer la chance et le bonheur qui sont les nôtres, et honorer la mémoire de ceux qui ont connu la souffrance et la mort lors du dernier conflit mondial. Leur sacrifice, comme celui des marins morts à Mers-el-Kébir, n'a pas été vain et doit rester aujourd'hui source de réflexion, d'exemple et de courage pour les générations actuelles et futures. Mais c'est l'apanage des grands pays et des grands peuples de savoir retrouver la quiétude, la paix et l'harmonie après les déchirements. Que le Royaume-Uni et la France aient su atteindre cette réconciliation, comme l'atteste aujourd'hui la présence de Britanniques et de Français, est peut-être le plus bel hommage que l'on puisse offrir à ces marins. Après la venue en 2006 de son Excellence l'ambassadeur de Grande-Bretagne, la présence à nos côtés aujourd'hui, une nouvelle fois, du représentant de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Sir Peter Westmacott, pour une cérémonie sur le site majestueux de la Pointe Saint-Mathieu, est le signe que le souvenir de Mers-el-Kébir ne s'estompe pas, mais qu'il gagne en force et en sérénité. Aujourd'hui, comme hier, marins français et britanniques naviguent de concert et combattent ensemble pour la défense de nos valeurs communes, de démocratie et de liberté sur toutes les mers du globe. Et je ne peux ici m'empêcher de me souvenir que le porte-avions Foch que je commandais en Adriatique lors du conflit du Kosovo comprenait dans son escorte la frégate britannique Somerset. Rien n'effacera la tragédie, mais les plaies sont aujourd'hui refermées, la Marine nationale et la Royal Navy sont plus unies qu'elles ne le furent jamais, et cette occasion solennelle de souvenir en est la marque certaine. Ce sont des symboles comme ceux-là qui achèvent la cicatrisation. Ensemble, nous pouvons regarder avec confiance vers l'avenir, sans rien renier de notre passé. Monsieur Maillos, préfet du Finistère. Excellences, Mesdames et Messieurs les parlementaires, amiral, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a 70 ans, le 3 juillet 1940, au petit matin, une escadre anglaise commandée par l'amiral Somerville se présentait devant le port français de Mers-el-Kébir, devenu, depuis l'invasion par les Allemands du nord de la France, la base de repli d'une barre importante de la marine française. Cette action est l'un des volets de l'opération Catapulte, destinée à mettre hors d'état de nuire la flotte française, deuxième du monde, qui n'avait pas été éprouvée par les combats, que Winston Churchill craignait par-dessus tout de voir tomber aux mains de l'Allemagne nazie, dotant alors cette dernière d'une force maritime redoutable. Après de vaines négociations, ce qui paraissait impensable aux yeux des Français se produisit. L'amiral Somerville donna l'ordre à ses navires d'ouvrir le feu sur la flotte française. Cette tragédie, qui est le résultat de tensions et d'incompréhensions réciproques, est symptomatique de la période très troublée des mois de juin et juillet 40, durant lesquels les contours des forces alliées et celles de l'Axe se forment pour aboutir à deux blocs engagés 4 ans durant dans une guerre totale et mondiale.
Le Premier ministre britannique Winston Churchill, vous l'avez rappelé, Monsieur l'ambassadeur, confia plus tard « Cette décision fut la pire que j'ai jamais eu à prendre ». Pendant de nombreuses années, le drame de Mers el-Kébir, avec ses 1397 morts et disparus, dont plus de la moitié étaient bretons, est resté un tabou. En parler conduisait à jeter des doutes sur la solide amitié qui unit excellence nos deux pays. En parler conduisait à raviver une sombre page d'histoire de la marine et une plaie ouverte de l'histoire de notre pays. Il importait toutefois que cette tragédie ne fût pas oubliée, car faisant partie de notre histoire, mais aussi du souvenir douloureux des familles des victimes. Je salue, Monsieur le Président, le travail fait par votre association, afin que la mémoire de ces hommes, leur mérite et leur mort, ne sombre pas dans l'oubli. Votre présence, Excellence, et celle de l'Association des anciens marins du HMS Hood, témoigne aussi de votre volonté de ne pas nier les événements et d'affirmer votre compassion envers ces marins français et leurs familles. Sachez, Monsieur l'ambassadeur, que la marque de respect que vous venez aujourd'hui porter aux anciens marins de Mers el-Kébir touche l'ensemble de nos concitoyens ici présents. Nous y sommes très sensibles. Au nom du gouvernement, je vous témoigne notre gratitude. Cet épisode tragique ne doit pas effacer les nombreux liens qui unissent nos deux nations. Lors de la Première Guerre mondiale, tout d'abord, puis lors de la Seconde, dans lesquelles les Anglais comme les Français se battirent côte à côte pour faire triompher les idéaux de liberté. Depuis 70 ans, notre monde a considérablement changé. La construction européenne a permis de bâtir l'assise d'une paix solide en Europe. Le dialogue et la mise en commun de nos moyens, qui nous avaient manqué au début de la lutte contre le nazisme, nous permettent maintenant de vivre dans un espace de liberté et de sécurité. Les liens forts qui unissent désormais les pays de l'Europe en sont les garants durables. Ensemble, soyons les acteurs de cette longue ère de paix entre les peuples. Ne mesurons pas nos efforts pour que les jeunes générations ne revivent plus les périodes difficiles que notre continent a vécues. Gardons le regard fixé sur l'horizon où sont inscrites les valeurs d'honneur, de dignité, de liberté. Je salue enfin en votre personne, Monsieur l'ambassadeur, la grande nation britannique avec laquelle la nation française a partagé des moments de douleur, mais aussi de gloire. Le ciel était plombé dans ce port sans espoir, et la mer tourmentée, et les eaux endeuillées de larmes déferlant sur le port dans le soleil couchant. Des vagues de colère ont jailli du plus profond de l'océan amer, des salves de l'enfer massacrant les marins sur leurs navires de guerre. Tombeau de fer dans ce port cimetière. Océan de galère, océan sans chimène, pour tous ces innocents, ces hommes impuissants dans leur cercueil noyé. Des gerbes de fumée ont embrumé l'horizon de lumière de cette côte au cré. Des nuages cendrés, les rêves arrêtés de ces jeunes prisonniers de folie oubliée. Témoignage d'Yves Joncourt, lu par sa fille Jacqueline. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec une immense émotion que je vais vous lire le témoignage de notre père, mécanicien d'à peine 19 ans lors des événements, sur le Strasbourg. 17h55, je suis en bas à la chaufferie, à mon poste. Au mouillage, seules les chaufferies auxiliaires fonctionnaient sur les cuirassés. Pour remettre les principales, il fallait mettre la vapeur au collecteur 1. Il y avait pour cela un bipass au-dessus de la chaudière.
Bien que le plus jeune et le plus petit du service de cette chaufferie 2, on m'a demandé d'ouvrir la vanne tout doucement pour éviter les marteaux d'eau. Tout ceci en liaison avec la machine avant qui nous donnait ses ordres. La chaufferie 2 se situait entre la machine avant et la chaufferie 3. La pression mise, les chaudières allumées, on a reçu l'ordre arrière toute. J'étais à mon poste, au volant de l'aération. On a fait un moment des embardées, j'ai eu très peur. Mais dans la passe, nous n'avons pas sauté sur les mines. La ceinture antimagnétique du Strasbourg nous a sans doute protégés. En bas, bien sûr, on ne voyait rien. À un moment donné, alors que des échanges s'opéraient avec la machine avant, le chef de la chaufferie, le maître d'aérien, s'est senti mal. Il est tombé. Les collègues l'ont ramassé. Un officier nous a dit de capeler les masques à gaz, persuadés d'avoir affaire à des gaz venant de l'extérieur. Un autre collègue est tombé, puis un troisième. Pour avoir un peu d'aération, certains descendirent sous le parquet de chauffe pour mieux respirer. On est tous tombés, les uns après les autres. Je fus un des derniers. Brusquement, j'ai eu la tête qui tourne. Je suis tombé dans le coma. La suite m'a été racontée. Le PC machine, constatant que la vapeur n'était plus réglée, s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. Ils ont téléphoné, mais le servant étant lui-même asphyxié, n'a pu répondre. On fit appel alors à l'équipe de sécurité. Le responsable de l'équipe, cherchant à nous joindre, est tombé lui-même dans les pommes. Ils ont alors tout aéré, avant de descendre, et ils nous ont vus tous dans le cirage. Il n'était guère aisé de nous remonter, car les échelles n'étaient pas larges. Ils nous ont mis les brassières, et je me suis retrouvée à l'infirmerie. Je me réveillais un peu de temps en temps, puis je m'évanouissais à nouveau. Les collègues sont venus me voir, ainsi qu'un officier. J'étais en vie, mais j'avais quand même réussi à me casser le nez, avec le masque à gaz que j'avais mal mis. Les copains se ficheront de moi en regardant mon nez de travers. Je n'ai pas su comment on est rentré à Toulon, et à mon arrivée, j'ai été conduit à l'hôpital Sainte-Anne. 5 hommes sont morts dans cette chaufferie. Le matelot chauffeur Pierre Derrien, le SM Patinec, le QM Noël et les matelots Billard et Gintric. Ce dernier est enterré au cimetière de Pouldreuzic. Je vous remercie. Et nous avons quand même la chance d'avoir encore notre papa malgré cette tragédie. Témoignage de Lucien Castel, canonnier à bord du Bretagne, par Jean-Loup Philippe, bénévole de l'association, son neveu. Lucien Castel, 93 ans, rescapé du Bretagne. Poste de combat. Les coups commencent à tomber. Tout tremble, vibre. La lumière s'éteint. Nous n'avons aucun contact avec l'extérieur. Nous étions une quinzaine dans la soute de la tourelle 1. Le second maître cléage de Saint-Paul-de-Léon se décide à bouger. Je vais voir ce qui se passe. Personne ne bronche. Il monte dans la chambre des treuils, puis des relais, puis des tirs. Personne. Il nous crie alors « Sauf qui peut !» Par une petite échelle, nous sommes montés sur le pont. Le bâtiment prenait déjà de la gîte. Les pieds en l'air, je suis descendu de la tourelle. Au pied, j'ai saisi la rambarde où je me suis accroché. Le capitaine de corvette Billot était sur le pont avec le maître principal manœuvrier. Il nous cria « Allez, sautez ! Sautez !» Je n'ai pas hésité et je me suis jeté à l'eau d'une hauteur de 10 mètres peut-être.
Au moment où je fis surface, quelqu'un m'est tombé dessus. Un copain peut-être. Et à moitié assommé. Mais j'avais la tête dure. Je me suis mis à nager. Les obus tombaient toujours et pas très loin. Les nappes de mazout étaient visibles. Que faire? Nager vers le commandant Est, qui était proche? Traverser le mazout ou prendre le large pour l'éviter? J'ai préféré prendre la direction de Merzel-Kébir. Et à mes côtés, à environ 20 mètres, se trouvait le quartier-maître chauffeur Bramoulet de Guissény, qui lui aussi s'efforçait de s'en sortir. Le Strasbourg n'est pas très loin de nous. J'ai fait marche arrière. Et de la surface, pour éviter d'être pris dans les remous de ses hélices. J'ai vu l'obus qui a coupé le mât du pavillon arrière. Après une demi-heure dans l'eau, j'ai été recueilli par un remorqueur et ai participé au sauvetage d'autres survivants, mais au repêchage, hélas, de camarades déjà morts. J'étais le seul rescapé de la quinzaine de copains qui étaient avec moi en soute. Conduit à Marinoran, on m'a demandé le lendemain le nom de la personne de ma famille à avertir. Ma sœur et mon beau-frère étant à Alger, je me rendis chez eux pour passer 8 jours de permission bien méritée après ces terribles événements. Mon camarade Bramoulet avait été recueilli par un canot et de retour à Toulon, en permission chez sa sœur, il fut pris de maux de ventre, dû à l'absorption sans doute de mazout. Admis à l'hôpital, il devait, lui, décéder 10 jours après. Invitation au souvenir de Marie-France Lehir par Marie-Renée Crène. À travers les collines, les bois et les forêts, au-dessus des villages, des villes et des clochers, par-delà le soleil, les mers et les orages, les souvenirs voyagent. Dans ce vaste océan sarcophage, oh, combien de marins, oh, combien de navires dans ces vagues en folie. Par-delà de la mer de Méditerranée, par-delà ces lames immenses et déchaînées, dans cet îlot bouillonnant, des litanies plaintives, dans le vaste océan des souvenirs, oh, combien de linceuls, oh, combien de cercueils. À travers le vide de l'absence, au-delà de la désespérance, rassemblons nos chagrins, élevons nos pensées devant la stèle gravée. Oh, combien de prénoms, oh, combien de tourments. Au-delà des espaces visibles, au-delà des douleurs invincibles, unissons-nous. À travers le champ de mémoire, oh, combien de flambeaux, oh, combien de drapeaux. L'âme de nos marins hante notre chemin. Devant le promontoire défiant les éléments, arrêtons un instant le voyage de l'histoire, entrant en communion avec tous les visages défilant sur les murs de cette salle obscure. Oh, combien d'insouciance, de la mer des ténèbres, des gouttes de lumière enflamment le sanctuaire. Témoignage d'André Jaffray, armurier à bord du Bretagne, lu par André, son fils. C'est un grand honneur pour moi, papa, de lire ce texte que tu as écrit, de tes mémoires, de quartier-maître armurier sur la Bretagne. Et tu es encore présent aujourd'hui. Bravo. Depuis combien de temps suis-je là,
Je l'ignore. Que faire? Dans la fumée opaque, sentant fort le mazout, je ne distingue plus rien du tout. Je lève les bras. Mes mains se heurtent aux différents circuits électriques, gaines de protection et autres accessoires fixés au plafond de la casemate. Je m'accroche, je me suspends, ça résiste. J'effectue un rétablissement et je constate que mes pieds ne touchent plus le parquet métallique de la batterie. Un balancement du corps et j'avance doucement en m'agrippant désespérément des mains à tout ce qui résiste. Je ne suis pas très lourd, heureusement. Je retiens autant que je peux ma respiration. C'est ainsi que, progressivement, j'arrive à la casemate 11. Il est temps. Les munitions entreposées casemate 13 explosent. La déflagration est puissante. J'ai l'impression que mes entrailles sont arrachées. Comme un chalumeau géant, les flammes balayent tout sur leur passage. Je suis projeté telle une crêpe contre les caissons. Mon visage me fait très mal. J'ai pris un coup de chaleur. Je saigne. Je distingue à proximité des pièces de canon des corps allongés. Ils se débattent, se tortillent, sont la proie des flammes. Je ne perds pas conscience et je garde, malgré mes souffrances, toute ma lucidité. J'ai la trouille, mais je veux vivre, et non mourir à 18 ans. Le cuirassé Bretagne, la quille en l'air, continue à s'enfoncer doucement dans les flots. La vapeur sous pression s'échappe des orifices du navire dans un grand sifflement. Des hommes qui n'ont pas pu ou qui ne savent pas nager courent toujours sur la coque. Ils sont affolés, paniqués. Tout à coup, une violente déflagration déchire l'atmosphère. La coque du Bretagne vient d'exploser. Des corps déchiquetés sont projetés dans les airs dans un tourbillon sanguinolent de chair, de métal, d'épaisses fumées noirâtres et de mazout en flammes. Des lambeaux de ce que furent des êtres humains me tombent dessus, ainsi que des morceaux de ferraille. Je dois à nouveau plonger sous l'eau. Ainsi, je suis à l'abri un court instant. Je nage le plus souvent possible vers le rivage. Je reviens en surface. Je vois le cuirassé Strasbourg. Après un appareillage sur les chapeaux de roue, il fonce vers la sortie de Merz-el-Kébir, son artillerie en action. Les vénards. J'envie l'équipage qui se trouve à bord de ce magnifique navire. Au moins ils se battent, eux. Ils font tout pour se sortir de ce traquenard. J'aperçois les hélices du Strasbourg qui tournent à la vitesse maximum. Quelques pauvres matelots du Bretagne qui nagent vers la côte se trouvent sur la trajectoire du Strasbourg. Ils sont happés par les hélices, déchiquetés, broyés et engloutis dans les flots. Aucun ne refait surface. Terminé pour eux. Je nage toujours. J'ai 18 ans. Je veux vivre. Je veux vivre. Témoignage de Joseph Houtin par Martial Lehir, membre de l'association Merz-el-Kébir. Joseph Houtin est décédé l'année dernière. Il avait 100 ans. Ce témoignage m'a été donné parmi les quelques témoignages qu'on vous a lus et parmi les 400 témoignages que j'ai pu recueillir près de ces anciens. Soir du 3 juillet. Dans la soirée, le commandant Tanguy dit le grand Pierre
a donné l'ordre à une moitié de l'équipage de quitter le bâtiment pour rejoindre le paquebot Champollion à Oran. Il craignait en effet un retour des Anglais. Pour ma part, je suis resté à bord et la sinistre besogne a commencé. J'ai passé ma nuit à remonter les corps des camarades coincés à la machine par les échelles. Une équipe se trouvait en haut, une autre en bas. Les gabiers étaient allés chercher des toiles de hamac dans lesquelles les corps étaient enveloppés. Avec le palan, nous les montions pour les emmener dans la coursive près de l'infirmerie. Le médecin principal à 4 gallons et son second, un médecin à 2 gallons, les prenaient alors en charge. Le jeune médecin, la blouse couverte de sang, un moment a perdu la tête, victime de la fatigue et de ses nerfs. Là, le médecin rapidement examinait les corps et faisait une piqûre aux blessés pour les soulager de leur souffrance. Quant aux autres, brûlés jusqu'aux os, le visage méconnaissable, ils étaient classés inconnus. Nous étions alors chargés de les transporter sur un chaland qui se trouvait bâbord avant. Lorsque ce dernier était complet, il était tiré par une vedette vers le quai, où une autre équipe de bord déposait les victimes dans des boîtes construites à la hâte par les charpentiers. J'ai participé directement à la remontée de l'ingénieur de première classe Graal. Il portait sa combinaison de travail. Il respirait encore et fut aussitôt envoyé à l'infirmerie où le médecin lui fit une piqûre. Je revois ce jeune matelot mécanicien du service de l'ingénieur Graal qui, n'étant pas de quart, avait eu la vie sauve. Il était là, agenouillé devant le corps de son chef, pleurant et priant. J'ai passé la nuit à remonter les victimes de ce carnage, et jamais je n'oublierai ces moments. Et encore, on n'avait pas tout vu. En effet, 8 jours plus tard, on a retrouvé 3 nouveaux corps enflés de mécaniciens qui, sans doute, pour échapper à la chaleur et au mazout, s'étaient réfugiés derrière des cloisons où ils restèrent coincés. J'ai aussi assisté à la sortie du corps de la tourelle 2 du second maître armurier Madec par les infirmiers. Lorsque l'obus a touché le plafond de la tourelle, il l'a traversé et tout a explosé. Les servants qui étaient occupés aux mises à feu des canons périrent sur le champ.